C'est quoi cette série, bordel? Alors, petite confession, de base, je connaissais Euphoria de nom. Comme tout le monde en fait, la série avec Zendaya, les paillettes, les looks hallucinants, et les gens qui en font tout un foin sur les réseaux depuis 2019. Et en vrai, j'ai jamais regardé. Évidemment, pas par snobisme, pas parce que je pensais que c'était nul, juste, ça m'a jamais attiré. J'avais l'impression que c'était une série avec des lycéens sur de la drogue et du drama, et j'ai passé l'âge des lycéens depuis un moment. C'est littéralement le même problème que j'ai avec Elite par exemple. Et la saison 3, elle a été annoncée. Dernière saison, on clôture enfin la série. Tout le monde en parle et je me dis, ok, je vais la regarder cette fois. Je vais tout rattraper et je vais regarder Euphoria du début à la fin. Pour pouvoir vous en parler, vous donner mon avis, sortir un peu de mon origin story YouTube avec Marvel. Donc j'ai regardé les saisons 1 et 2 et je me suis dit que j'allais regarder tout ça comme un adulte responsable. Et à chaque putain d'épisode, je me demandais très sincèrement, c'est qui les dégénérés qui regardent cette série pour le fun, pour le plaisir? Vraiment, je veux dire, qui regarde ça en mode « Oh, je vais mettre mon petit plaid, mon pilou, mon chocolat chaud, je vais regarder la série pour me détendre. » Personne fait ça. Eh si, ces gens existent. Et sincèrement, je les regarde avec un mélange de respect et de « What the fuck, bro ?» Parce que Euphoria, c'est dur, pas dans le sens difficile à comprendre, mais c'est dur mentalement à regarder. C'est super compliqué. Il y a des moments, j'ai juste eu envie de mettre en pause et d'aller à la fenêtre, de regarder dehors et de repenser à ma vie en me disant en fait, c'est pas si mal des fois ce qui se passe chez moi. Par contre, un point indéniable, la réal, elle est sublime. On va en parler parce que c'est peut-être l'un des points les plus forts de tout Euphoria. Sam Levinson, il sait filmer. Ça, c'est indéniable. Mais ce qui est compliqué, c'est ce que Sam, il choisit de filmer. Alors aujourd'hui, dans son On en pense quoi, critique et analyse de la saison 3 d'Euphoria. D'abord une partie sans spoiler, et ensuite, tu me connais, je vais spoiler comme un salopard. Alors avant de te lancer, ce que tu dois savoir, de façon assez logique, il faut que tu aies vu la saison 1 et 2. Et c'est pas parce que tu vas rien comprendre, parce que concrètement, la saison 3, elle est compréhensible sans avoir vu les deux précédentes. On a un time skip de 5 ans, et ça permet de pouvoir avoir une brèche, une porte d'entrée, sans avoir regardé vraiment tout ce qui se passe avant. Si je te dis ça, c'est plutôt parce que l'impact émotionnel que tu vas avoir en fonction des différentes choses qui vont se passer sur les personnages, il sera beaucoup plus fort si tu as déjà tout leur background, que tu as déjà un peu vécu avec eux pour les saisons d'avant. Deuxième point, et je vais être entièrement transparent là-dessus dès maintenant, Euphoria, c'est pas une série qui se regarde comme les autres séries. C'est pas une série de divertissement à mes yeux, c'est une série d'expérience. Et la différence, elle est importante. Une série de divertissement, t'y vas, tu te vides la tête pendant 2 heures, tu reviens, ouah, je suis trop content. Euphoria, tu commences à regarder la série et, tu rentres dedans et la série, elle te suit. Elle reste avec toi, elle te pose des questions sur toi-même, sur les gens autour de toi, sur ta vie, sur ce que tu as traversé ou encore sur ce que tu traverses. C'est à la fois ce qui rend la série plutôt exceptionnelle, mais aussi particulièrement épuisante. Parce que oui, je te dis qu'elle est exceptionnelle, objectivement, la série est folle. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder, mais objectivement, la série est folle. Et il y a des choses incontestablement brillantes dans la série. Déjà, je te l'ai dit plus tôt, Sam Levinson, sa réal, elle est folle. Chaque épisode ressemble à un mini court-métrage, et ça en fait une série à part. La façon dont la caméra suit les personnages, les plans séquences, les couleurs, les contrastes entre les scènes lumineuses et les scènes sombres, c'est du travail d'orfèvre. Il y a des épisodes dans cette saison, des scènes surtout, où je pense sincèrement que on est sur ce qui s'est fait de plus beau pour une série télé dans ces 10 dernières années. Et j'exagère même pas, du moins c'est mon avis, je suis pas réel, mais de ma vision, on est vraiment là-dessus. Après, on a Zendaya. Alors, beaucoup de gens décrient Zendaya. Mais, personnellement, Zendaya, dans cette série, je trouve que ça marche trop bien. Ce qu'elle a fait avec Rue Bennett pendant ses 7 ans de série, de l'ado en rechute à la saison 1 à la femme de 22 ans, toujours piégée dans ces mêmes cercles vicieux en saison 3, c'est une sacrée performance. Dans 10 ans, je pense sincèrement que son personnage pourra être cité dans ce qui se faisait de très bien dans la télé dans les années 2020. Aussi, les musiques, les gars, la bande-son de la série, c'est vraiment une surcouche narrative. Genre, la musique te parle, elle te fait comprendre des choses que la série n'a pas forcément besoin de dire. J'ai eu cette sensation que la musique, elle était jamais décorative tout au long de la série, et encore plus en saison 3. Et dernier élément pour les points positifs, et ça va devenir compliqué sans spoiler, c'est vraiment l'honnêteté de la série. Euphoria, c'est une des rares séries qui ne récompense pas les mauvais choix des gens. Beaucoup de gens s'en plaignent, mais j'ai vraiment l'impression que ça ne glamourise pas du tout les mauvais choix et que ça les romance pas vraiment, même quand c'est filmé de façon absolument magnifique. La beauté de l'image et la laideur de fond coexistent et c'est
trop cool à voir. Cette tension permanente là, c'est un choix artistique volontaire et je pense que c'est ce qui fait que la série marche aussi bien. Après, il y a des choses beaucoup plus discutables. Ne serait-ce que pour cette saison, le choix de rythme des épisodes. Les épisodes 4 et 5, ils font du surplace quand même. Dans une série aussi intense, les moments comme ça où ça fait du surplace, où ça tourne en rond, c'est tellement prenant, t'as pas du tout trop de moments où te reposer. C'est dur quand même. Il y a des personnages plus sacrifiés que d'autres, à tort ou non, et ça on va en parler en zone spoiler. Mais Jules notamment, même si c'est un personnage que j'apprécie pas forcément, mérite beaucoup plus que ce qu'on lui donne cette saison. Et bien qu'il soit très doué sur ce qu'il filme, Sam Levinson il a un problème récurrent sur les arcs secondaires. Il lance plein d'arcs secondaires avec des promesses, et au final, il finit par se laisser absorber par l'arc principal, et il les fout à la trappe. Alors, sans spoiler, est-ce que tu dois regarder Euphoria ? Je sais pas, ça dépend vraiment. Déjà, une question. Est-ce que t'es en état de recevoir tout ça, en fait ? Si t'as des problèmes avec l'addiction, les violences dans les relations, les traumatismes, sois honnête avec toi-même avant de te lancer. Et quand je dis des problèmes, c'est pas « Oh, ça me dérange ». Non, est-ce que vraiment ça t'impacte foncièrement, ça te fait quelque chose mentalement ? Évidemment, c'est pas parce que la série elle va te détruire, mais c'est parce que elle va directement taper dans ces zones-là. Donc si t'es prêt à ça et que t'as envie de tenter l'aventure, franchement, vas-y. Mais sache que c'est pas facile à regarder. Et maintenant, on rentre en zone spoiler. Alors si tu veux pas te faire spoil ou que t'as pas regardé la série et que t'as envie de la regarder avant ça, barre-toi, casse-toi, va regarder et reviens plus tard. Pour les autres, on rentre en zone spoiler. Entre la saison 2 et la saison 3, on passe donc de personnages adolescents à des personnages adultes. On a un time jump de 5 ans. Ils sont sortis du lycée et ils sont censés commencer à avoir leur vie chacun de façon indépendante ou en couple s'ils le sont. Et ce saut temporel, il te fait quelque chose d'assez cruel. Il te montre qu'en fait, sortir du lycée ne change pas fondamentalement qui tu es. Ça, on le sait, mais les gens qui regardent ne le savent peut-être pas encore foncièrement. On rappelle que c'est une série où des jeunes peuvent la regarder. Roux est au Mexique, en fuite, en pleine dette avec Laurie, un des personnages les plus froids de la série et une des seules qui arrive un peu à me faire flipper en vrai. Elle est trop bizarre et elle est... bref. Elle essaie de trouver une solution pour rembourser quelqu'un qu'on peut pas vraiment rembourser. Cassie et Nate, ils se sont fiancés. Ils vivent dans une maison de banlieue. Très belle la maison d'ailleurs. Cassie, elle est accro aux réseaux sociaux, OF inclus. Et Nate essaie de devenir quelqu'un de bien, mais ça marche pas vraiment. Maddie, elle est à Hollywood. Elle est dans une agence de talent et elle voit les sugar baby un peu partout et elle comprend plus ou moins comment ça marche et comment elle pourrait se faire du blé avec ça. Jules, elle est en école d'art, toujours dans sa peur de pas être à la hauteur. Et elle est coincée entre qui elle veut être et qui elle a peur d'être. Et à côté, on a Lexi, la seule personne de tout ce groupe-là, qui est plus ou moins normale en fait, genre qui est stable mentalement. Elle est assistante pour une série télé produite par Sharon Stone et elle paye un peu les pots cassés du fait d'être la seule personne normale. Et Ali, joué par Colman Domingo, il est toujours là, il est toujours aussi impeccable ce mec. C'est le seul adulte de toute la série qui essaye vraiment d'aider Roux, genre foncièrement, sans avoir une idée derrière la tête. Ce que ce saut temporel il te dit, c'est que les traumas non résolus, ils vont pas disparaître avec le temps. Ils s'adaptent, ils trouvent de nouvelles formes, mais ils restent. On va commencer avec le personnage de Roux. C'est le personnage le plus dur à regarder de la série, parce qu'en plus c'est le personnage principal, et elle est vraiment dans des phases qui sont compliquées tout au long de la série, et encore plus cette saison-là j'ai l'impression. Alors évidemment, c'est pas parce qu'elle est détestable, quoi que certaines personnes puissent penser de Zendaya et de son jeu d'acteur, mais parce que le personnage est ultra compréhensible. Et c'est ça qui est ultra épuisant, je trouve. À chaque épisode, tu comprends pourquoi elle fait ce qu'elle fait, tu comprends et tu vois sa logique interne. Tu vois le fil qui relie l'enfant qui a perdu son père à la femme de 22 ans qui travaille pour un cartel mexicain pour rembourser une dette. C'est cohérent et d'une certaine façon, c'est même logique. C'est une chose honnête et à la fois dure que fait la série sur le sujet de l'addiction. Elle te montre pas une personne détruite qui fait des mauvais choix, elle te montre une personne qui a construit toute sa vie et son identité autour de la survie et de ce mauvais choix. Roux sans la drogue, sans le système qu'elle a construit pour s'en procurer, se la financer, se justifier de ses choix, Roux sans ça, c'est quelqu'un qui sait pas exister. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'à un moment précis de son adolescence, cette chose-là l'a sauvée et l'a aidée à aller mieux vis-à-vis d'une douleur qu'elle n'arrivait pas à traverser autrement. Et maintenant, elle arrive plus à s'en défaire, et c'est le problème depuis la saison 1. Son arc durant cette saison, bosser pour Alamo, travailler pour la DEA, essayer de jouer sur plusieurs tableaux auprès de personnes pour qui jouer sur plusieurs tableaux, c'est littéralement synonyme d'une balle dans le crâne. C'est la version adulte du schéma qu'elle avait dans les saisons précédentes.
Roux, elle cherche pas à guérir, elle cherche à survivre assez longtemps pour... Même elle sait pas en fait. Alors si à la fin, quand au fur et à mesure de la saison, elle devient croyante, qu'elle croit en Dieu et qu'elle veut retourner dans un ranch où elle était au tout début de saison parce qu'il se trouve route de Jérusalem et que c'est un signe, c'est vers ça qu'elle veut aller. Mais concrètement, elle sait pas vraiment vers quoi elle va. Et c'est pour ça que la fin de saison, elle était inévitable. Pas parce que Levinson il punit son personnage, mais parce que la série elle a été honnête depuis le début sur l'endroit ou la conséquence d'où ce chemin mène. Et c'est jamais une bonne fin. Dans le final, Roux, elle meurt d'une overdose de fentanyl. Alamo lui donne une petite fiole avec des cachets dedans qui lui présentent comme du Perocet pour les douleurs, un peu comme un cadeau. Elle prend les pilules chez Ali en s'endormant et elle meurt dans le canapé. La série, elle met en scène ces derniers instants comme un rêve. On la voit qui se réveille, elle voit que Fesco s'est échappé, elle essaye de le retrouver, elle finit à un moment chez elle devant sa mère. Voilà, tout ça c'est vraiment un rêve et au final, non, elle s'est juste jamais réveillée. Et donc Ali la retrouve morte sur son canapé. C'est doux, c'est dévastateur et c'est extrêmement cohérent avec ce personnage. Il faut noter une chose, c'est que le fentanyl, c'est également ce qui a tué Angus Cloud dans la vraie vie. Alors qui c'est ? C'est l'acteur qui jouait Fesco dans les saisons précédentes, le meilleur pote de Roux. Et aussi son dilos, mais bon. Et Sam Levinson, qui a lui-même un passé d'addict, il a voulu lui rendre hommage d'une façon ou d'une autre. Ce final où Roux elle meurt de la même façon qu'Angus Cloud, que l'acteur de son meilleur pote, c'est pas un hasard, c'est un hommage et à la fois un avertissement. La série, elle a pas voulu punir Roux, elle a surtout montré que certains pièges n'ont pas vraiment de porte de sortie. Parce que Roux, c'est pas un personnage déficient ou trop faible, elle est juste humaine. Et des humains meurent comme ça tous les jours. Mais c'est pas la seule mort de la saison. Avant Roux, on a Nate Jacob. Je le déteste. C'est vraiment, à mes yeux, c'est vraiment l'antagoniste des 2 saisons précédentes. Il a détruit Maddie, il a détruit Jules, il a détruit Cassie même plus ou moins. Et dans l'épisode 7 de la saison 3 là, il meurt. Alors j'étais un peu triste quand même, mais bien fait pour sa gueule. Et la série, elle fait un truc inconfortable avec sa mort, elle la rend sordide. Pas héroïque, même pas forcément vraiment mérité à ce moment-là. Et après, elle montre Cassie et Maddie qui s'effondrent en le voyant. Et ça se comprend. Ces 2 femmes qu'il a passé 2 saisons à détruire, elles viennent de perdre quelque chose d'important. Parce que mine de rien, Nate, c'était quelqu'un de présent. C'était quelqu'un qui était là, quelqu'un à qui on pouvait s'opposer, quelqu'un qu'on pouvait fuir, quelqu'un qu'on pouvait aimer. Et maintenant, il est là, décédé, et tout ce temps, toute cette énergie dépensée, que ce soit pour l'aimer ou pour le haïr, c'était pour aboutir à ça. C'est le genre de fin que la vie donne parfois aux gens difficiles. Pas une rédemption, pas une punition symbolique satisfaisante. Juste une fin. Et c'est beaucoup moins satisfaisant que ce qu'on voudrait que ça le soit. Et je vais faire la liaison du coup avec Cassie désormais, parce que c'est le personnage qui m'a posé le plus de problèmes dans la saison. Déjà parce que je peux pas vous mettre d'extrait même si je le voulais pour vous parler du personnage, parce que 9 fois sur 10 elle est à Walp. Ou alors dans une tenue sur laquelle YouTube va me plus 18. Et j'ai pas envie de me faire démonétiser. J'ai surtout pas envie d'avoir une vidéo qui est censurée genre. Mais ouais, Cassie elle m'a dérangé pas parce qu'elle est mal écrite, mais parce qu'en fait elle est trop bien écrite au final. En saison 3, Cassie c'est une femme qui a compris que son corps, dans son monde à elle, dans son univers, dans ce qu'elle vit, c'est sa seule monnaie en fait, c'est sa seule valeur. Et du coup, parce qu'il faut bien refléter la réalité actuellement, elle en veut un business. Elle ouvre un compte sur la plateforme Blanche et Bleue. Ouais, toute la série, toute la saison surtout, elle est mise en scène comme un objet de désir permanent. Mais elle fait pas ça parce qu'elle est émancipée ou qu'elle fait un choix féministe réfléchi, rien du tout là-dessus. Elle fait ça parce que depuis le début de la série, on lui a appris uniquement à être en valeur grâce à son corps. Depuis la saison 1, Cassie, elle est mise en avant sur son corps, sur le regard des hommes sur elle. En saison 3, c'est pareil, sauf qu'elle le monétise. Et même à la fin, on pourrait se dire qu'elle aura le droit à une happy ending vu que Nate est mort. Et non, on la voit qui rentre dans la maison qu'elle partage avec Nate justement. Elle cache la mort de Nate à son entourage. Il y a que Maddie qui est au courant et genre Alamo du coup. Et elle se dit qu'elle va faire en sorte que sa maison soit une maison créatrice. Une Bob House à la Sophie Rain. Putain de merde. Au final, elle continue juste le même schéma. Toujours dans la mise en scène, jamais vraiment présente dans sa propre vie. Mais on va être honnête, il y a quand même quelques personnages qui ont été vachement sacrifiés. Jules, par exemple, c'est vraiment la plus grande déception à mes yeux en termes de personnage mis de côté. Son arc en école d'art, paralysé par la peur, où elle finit à vivre au crochet d'un homme riche qui est déjà marié et qui lui dit qu'elle peut vivre dans un de ses appartes. Au final, je trouve qu'elle est surtout traitée comme un dommage collatéral de l'arc de Roux. Dans cette saison, Jules, elle existe uniquement en fonction de Roux, pas comme un personnage à part entière. Et dans le final, on la voit, il n'y a pas de dialogue, c'est juste une scène de elle qui peint Roux. Alors, c'est beau, hein, c'est elliptique, mais ça manque de quelque chose, quoi. On a aussi Maddie. Son arc à Hollywood, en vrai, c'est pas assez développé, et on la voit qui jongle entre ça et
elle qui tente de faire du business sur la carrière de Cassie et sur les créatrices de contenu pour les plateformes, on va dire. Au final, elle se retrouve liée à Alamo pour sauver Cassie qui avait été kidnappée. C'est même là du coup où il voit que Nate est mort. Et c'est le personnage le plus fun de la saison, hein, mais bah, c'est dommage parce que oui, à chaque fois qu'elle est là, ça rajoute un petit rayon de soleil dans la série, c'est cool vraiment, et c'est tout ce qu'elle fait au final. Je trouve que le personnage de Maddie manque d'une véritable résolution dans la fin de la série. Et pour Lexi, le fait que ce soit le seul personnage fonctionnel de la série, le seul personnage qui a aucun problème, qui est droit dans ses bottes, bah en fait c'est presque un running gag. La seule meuf stable, c'est celle qu'on voit le moins. Et au final, elle se retrouve juste à globalement gérer les problèmes des autres en coulisses. Ça, c'est pas... Je trouve pas ça dingue pour un personnage qui est plus identifiable que les autres. Chacun de ces personnages, je pense, aurait mérité un épisode dédié, et genre vraiment dédié, hein, pas en mode personnage secondaire dans l'épisode, mais vraiment un épisode purement dédié à ces personnages et leur évolution. Mais Euphoria a préféré mettre en avant Roux toute la saison, comme d'hab en fait, mais vraiment Roux. C'est un choix défendable, mais c'est un choix qui laisse des traces. Mais on a Ali, et ce personnage, c'est un personnage secondaire qui, pour le coup, lui, est bien développé, parce que c'est le seul personnage qui existe foncièrement en dehors de la vision de tous les autres personnages. On s'en fout qu'il soit là, il vit sa vie. Il a pas d'agenda, il a pas de plan pour Roux, il essaie pas de la sauver pour se sauver lui. Il est juste là, avec elle, pour elle, sans condition de performance ou de guérison. Et dans un univers où plein de gens utilisent les autres, Ali, c'est une bouffée d'air frais. La scène où il va retrouver Roux morte dans son canapé, c'est peut-être la scène la plus dure de la série. Personnellement, c'est ça qui m'a fait me dire qu'au final, j'allais quand même faire cette vidéo, parce que j'ai pas surkiffé la saison, mais la scène où il la retrouve morte dans son canapé, bah j'ai pleuré, genre vraiment. Mais j'ai pas pleuré à cause de la mort de Roux, j'ai pleuré parce que automatiquement, inconsciemment à ce moment-là, je me suis mis à la place de Ali, et j'ai pleuré. Parce que ce qu'on voit, c'est pas une mort violente, c'est plutôt parce que ce qu'on voit, c'est que Ali n'a pas su sauver une personne qu'il essayait d'aider. Et que ça, c'est quelque chose qui ressemble vraiment à du réel. Mais on va revenir à ma question du début. C'est qui les dégènes qui regardent cette série pour le plaisir? J'ai une réponse maintenant que je me suis regardé toute la série. Qui sont ces dégénérés? Personne. Personne regarde Euphoria pour le fun au sens classique du terme. Les gens qui regardent Euphoria et qui aiment foncièrement la série, ils la regardent parce que la série dit des choses dont on parle pas assez. Sur ce que c'est d'avoir grandi dans un environnement où l'addiction c'est normal. Sur ce que c'est d'avoir appris que ton corps était ta seule valeur en tant que femme. Je dis pas que c'est un fait, je dis juste qu'il y a des endroits où on apprend ça plus ou moins inconsciemment. Sur ce que c'est d'aimer quelqu'un qui se détruit et de pas pouvoir retenir cette personne. Sur ce que c'est de vouloir guérir mais de ne pas savoir comment faire. Ça, tout ça, c'est des expériences réelles que des millions de gens vivent. Et Euphoria te montre tout ça en face sans résoudre ses problèmes proprement. Sans te dire qu'il y a une solution miracle que si tu fais tout bien, tu vas t'en sortir. Euphoria est difficile à regarder parce qu'elle est honnête sur des choses qu'on préférait croire évitables. Et ça, cette honnêteté-là, c'est précisément ce qui fait que la série est importante. Pas agréable, mais importante. Et la différence entre les deux, dans le cadre de cette série, c'est ce qui en fait tout son charme. En conclusion, Euphoria, et même Euphoria saison 3, c'est une saison et une série imparfaite. Elle sacrifie des personnages qui mériteraient plus. Elle a des gros creux au niveau de son rythme. Elle porte des cicatrices d'une production compliquée. Bah ouais, c'est pas simple, 4 ans d'attente, un mort dans l'équipe pendant l'écriture du script, des acteurs avec des carrières qui ont décollé, coucou Zendaya, mais elle a fini comme elle a commencé, sans mentir au final. Roux, elle meurt, et c'est pas parce que la série punit ses personnages, c'est parce que la série est écrite par quelqu'un qui sait, vraiment, personnellement, que certains pièges n'ont pas de sortie garantie. Et surtout, quelqu'un qui sait que la meilleure chose à faire avec ce genre de série, c'est de ne pas promettre qu'en faisant les bonnes actions, les bonnes choses, t'arriveras forcément à t'en sortir. C'est plutôt de te montrer que ces personnes-là, ces gens sont réels et qui méritaient mieux. Sauf que ce mieux, parfois, il arrive pas. Euphoria, c'est pas une série que tu vas regarder pour aller bien. On regarde la série pour comprendre quelque chose. Et cette dernière saison, bien qu'elle soit imparfaite, bien qu'elle ait beaucoup de défauts, elle tient cette promesse jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, et je te dis à plus.